propose tout d'abord de continuer sur la discussion précédente. Peut-être si, Florian, tu pourrais nous parler un peu plus du rôle de cette fondation, justement, parce qu'on a un captage, disons, des économies d'énergie sur les projets pour la fondation. Ouais. Le rôle de la fondation, après, c'est d'investir. Et puis, finalement, pourquoi on a besoin de cette fondation? Pourquoi on ne pourrait pas directement redonner aux clients? Est-ce que c'est seulement l'idée de pouvoir avoir après une diversification entre les projets, avec des projets peut-être plus risqués ou moins risqués? Il y a cette idée-là aussi, ouais, effectivement. Il y a cette idée-là, puis il y a aussi simplement l'idée de proposer, ça c'est destiné d'abord au bâtiment public, étatique dans un premier temps, ensuite public, et puis c'est simplement aussi d'avoir un relais vis-à-vis de tous ces établissements, et puis de favoriser. La grosse idée de tout ça, c'est d'accélérer les économies qui se font sinon sur aux algorithmes très longs, quoi. Et là, on a un canal d'accès à tous ces exploitants étatiques, finalement, grâce à la fondation et le fait qu'il y a le canton d'Aigle. Donc il y a les deux. Une espèce de climat de confiance aussi. Voilà, absolument. Voilà. Et puis, bêtement, il faut mettre cette liste de fonds initiale pour que la fondation puisse proposer ses prix bas, qu'on puisse pratiquement aller dans l'entreprise pour rien, quoi, et commencer à travailler, et puis quand même payer voilà, avant que les économies soient. Et puis, une chose qui est peut-être étonnante par rapport à cette fondation, c'est qu'il n'y a pas vraiment de secteur financier. On aurait pu s'imaginer avoir la banque cantonale. Comment ça se fait qu'il y a c'est une très bonne question. Un secteur difficile à convaincre ou... Non, et en fait, il y a eu un effet un peu historique. Il y a eu la banque cantonale a des sites gros consommateurs. Alors, je n'ai pas mentionné ça, mais en fait, il y a 1000 bâtiments publics, il y a 200 gros consommateurs dans le canton de Fribourg, et puis il y a toute une série qui sont déjà, les hôpitaux le sont aussi. Alors, les hôpitaux. Là, ces deux démarches se sont mises en parallèle. Et typiquement, la banque ou d'autres établissements ont commencé par se concentrer sur ce qui était lié à l'objectif gros consommateur, où là, il n'y a pas que du réglage, il y a aussi des investissements. Donc je pense qu'il y a cet effet-là, finalement, où on va y arriver. En fait, c'est des sites qui sont intéressés par, mais je pense qu'il y a deux démarches en parallèle, et puis on ne peut pas toujours faire tout à la fois. On a beaucoup parlé d'exploitation et maintenance avec nos deux derniers intervenants. Il y a aussi la mesure et vérification qui est très importante. On a dans le marché suisse qui est un peu émergent des nouveaux acteurs qui entrent dans le marché, des nouvelles ESCO. Comment les inciter au mieux à appréhender la mesure et vérification, qui est quand même un pilier central du contrat de performance énergétique? Bien, je crois que le modèle qui a été développé par les SIG peut être montré en exemple, c'est-à-dire que, d'ailleurs, je dois dire, au niveau mondial, nous présentons l'expérience qui a été faite par SIG à Genève comme un exemple de ce qu'il faudrait faire, et ça, partout. Donc, en quoi il consiste? Eh bien, tout simplement, la Suisse est un pays riche qui a pu se permettre de financer des formations, d'un certain nombre d'acteurs, de bureaux d'études, petits, moyens ou plus gros, qui ont obtenu une certification. Cette certification ne garantit pas une expertise absolue en matière de mesure et de vérification, mais elle permet au moins de garantir que la personne, puisque c'est une certification de personne et non pas une certification d'entreprise, mais on peut dire que la personne a un bagage suffisant pour démarrer un projet. Après ça, on s'est rendu compte sur Genève que les plans de mesure et de vérification, qui est en fait le document de mesure et de vérification qui synthétise toute la démarche sur un projet, quand ce plan revenait pour approbation auprès des SIG ou de l'État de Genève, on se rendait compte que, bon, il y avait un peu de travail encore à faire, même pour des gens qui étaient certifiés. Donc, on a mis en place un ensemble de formations complémentaires, des ateliers, et on s'est rendu compte à la suite de ces ateliers que le taux de retour, le taux de révision, le nombre de révisions qu'on devait avoir sur ces plans de mesure et de vérification avait considérablement réduit. Donc actuellement, on peut dire que le modèle genevois est un très bon modèle. Maintenant, évidemment, ça suppose il y a une mise de fond, parce que finalement, je ne pense pas que nous aurions eu autant de candidats, parce qu'on a quand même formé et certifié plus de 130 personnes sur 5 ans, 130 personnes qui représentent à peu près une centaine de bureaux d'études, même si tous ne sont pas forcément actifs
en mesure et vérification, ces personnes ou ces entreprises n'auraient peut-être pas fait le pas si SIG n'avait pas financé ces formations. Donc le principe de financer ou de cofinancer ces formations est très, très intéressant. Actuellement, je suis également coach de la région Bruxelles-Centre, où nous allons faire une démarche à peu près similaire au SIG, et nous essayons de démarrer un principe similaire, mais la Belgique est moins riche. Donc là, on va avoir un cofinancement, mais on n'aura pas une subvention suffisante. Mais là, la différence, c'est que c'est une obligation de la loi. Les gens devront utiliser un mécanisme pour la rénovation de tout le parc immobilier qui dépasse 100 000 m². Ils devront faire un ensemble de cycles de 4 ans pour atteindre des objectifs fixés par la loi. Donc c'est un petit peu différent. Là, ce sera par la coercition que l'on va avoir des gens formés. Je peux les citer d'autres. Donc on parle là de la mesure de vérification des économies d'énergie. Mais est-ce qu'on pourrait aller peut-être plus loin? On a vu par exemple dans ta présentation, Pierre, des filtres dans un piètre état. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et penser par exemple à la qualité de l'air intérieur pour essayer de montrer les autres bénéfices que l'énergie, par exemple aux hôtels? Je pense que vous avez montré l'énergie, c'est une toute petite partie pour les hôtels. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un levier pour pouvoir montrer l'intérêt d'autres bénéfices et mesurer éventuellement cette qualité de l'intérieur et avoir peut-être un CPE avec une garantie sur la qualité de l'intérieur? Effectivement, quand on parle de CPE, c'est vrai qu'on raisonne toujours sur l'énergie, et puis on oublie un peu tous les à côté, et puis nous-mêmes, en étant spécialistes de l'énergie, on n'est pas très vendeurs, et puis c'est clair qu'on n'arrive pas forcément à toujours mettre en avant les autres points un peu qui peuvent, je dirais, convaincre le client. Mais effectivement, on essaye de plus en plus de valoriser, je dirais, tous les à côté. Typiquement, un cinéma qui rénove ses salles de cinéma, qui rajoute un écran au top et qui va consommer moins, et ben, à la fois il va faire des économies d'énergie, mais il va aussi attirer plus de personnes, donc avoir un chiffre d'affaires peut-être un peu plus important. Et c'est ce genre de choses qu'on essaye de quantifier, et puis on pourrait imaginer s'engager peut-être sur une hausse du chiffre d'affaires. Voilà. Après, c'est toute une notion de partage du risque et de prise de risque. Voilà. Donc ça, c'est les autres bénéfices des rénovations énergétiques. Peut-être une question pour vous, Monsieur Lorenzini. On l'a vu dans le projet à Lancy, c'est aussi difficile parfois de mettre sur un même pied d'égalité la rénovation énergétique et les autres bénéfices. Et là, dans l'occurrence, c'était l'aspect architectural. Comment faire pour que les exigences en fait se passent le moins possible de concurrence? Je pense que ça rejoint un peu la question que vous évoquiez précédemment pour un hôtel. Si l'hôtel fait des rénovations énergétiques, il va forcément se poser la question par exemple de refaire entièrement ses pièces sanitaires, etc. Donc il y a toujours des à côté, parce que refaire que les installations techniques, il y a des cas où c'est faisable, mais je pense qu'il y a beaucoup de cas où c'est difficilement concevable. Donc on a forcément un peu des éléments qui se cumulent. Après, je ne pense pas qu'elle soit en concurrence, parce que finalement, c'est quand même, faut quand même considérer que c'est quand même un tout, que le projet il est malgré tout toujours global. De toute façon, tout projet architectural est le cumul de plein de facteurs. Donc je crois que il ne faut pas l'un contre l'autre, et puis il faut essayer plus de choisir finalement le projet qui pondère le mieux les uns et les autres. Mais je crois que dans notre cas, en tout cas, de toute façon, les offres n'étaient pas totalement comparables, parce qu'on avait laissé assez ouvert l'appel d'offres. Donc on n'avait pas des bases totalement comparables. Mais ça nous a permis aussi de voir les avantages et inconvénients des différents systèmes, et puis après de faire un choix finalement de l'offre la plus intéressante globalement. Mais je ne crois pas qu'elles sont contradictoires. Je crois que simplement, il y a peut-être quelques pondérations à faire.
Vous avez parlé justement de ce compromis qu'on avait, de laisser la flexibilité pour l'innovation, pour que les entreprises puissent apporter des nouvelles idées d'amélioration énergétique, mais aussi apporter un cadre pour permettre une comparaison. Je vais vous poser la question à vous, Monsieur le maire, qui avez participé à ces procédures d'appel d'offres. Une solution pour pouvoir trouver ce juste milieu entre flexibilité et puis cadre, pour pouvoir au mieux... C'est une question piège. On pourrait vous demander aussi à l'équipe Zinger sur place, qui a aussi beaucoup œuvré sur ce projet. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Justement, dans le cadre de ce projet, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la flexibilité, il y a des portes qui sont ouvertes, et puis si elles ne sont pas totalement ouvertes, il y a toujours la possibilité de les ouvrir, et c'est là que le challenge est, parce que ça ouvre une réelle concurrence, puis c'est là qu'on met en valeur les compétences typiquement d'une équipe. Après, je ne sais pas, qu'il y a de plus. Je peux peut-être, comme je suis assistant maîtrise d'ouvrage sur un grand nombre de CPE en Europe, dont le fameux CPE de Wallonie, qui a eu le premier prix européen du meilleur projet d'économie d'énergie en 2017. C'est un projet de 50 millions d'euros qui porte sur 40 communes. Et donc, dans ce genre de projet, on a exactement toutes ces questions. On a la question de ce qu'on appelle l'investissement patrimonial, ou les améliorations de type patrimonial qui ne sont typiquement pas à vocation énergétique. Donc là, les clients, quand on a 40 communes, on a 40 représentants avec des opinions totalement différentes, vous pouvez imaginer, et c'est pas simple de les mettre ensemble sur des projets similaires. Donc là, on a en fait c'est l'équivalent d'un concours d'architecte. Donc à l'intérieur de la proposition de chacun des groupements, on doit évaluer cet aspect patrimonial, amélioration du patrimonial. Alors comment on le fait? C'est tout simple. On a commencé par écrire une charte de notation. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'appel d'offres, il y a connu de tous les intervenants, même au niveau de la sélection, les intervenants savent comment ils seront dotés. Donc il y a une partie de la notation qui va porter justement sur cet aspect patrimonial, un aspect qui va porter sur l'économie d'énergie, un aspect qui va porter sur la valeur actualisée nette, c'est-à-dire en gros sur l'investissement qu'on va faire et à partir de quand on l'aura remboursé. On va avoir l'aspect sécurité, l'aspect risque qui est pris par l'entreprise, puisque l'entreprise prend un risque, mais ce risque peut se retourner contre le maître d'ouvrage à un certain moment, si l'entreprise fait faillite ou si l'entreprise n'arrive pas au bout des résultats. Quand on parle de 50 millions d'euros, c'est quelque chose. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments qui font que l'appel d'offres, c'est pas 2 pages. Un appel d'offres comme ça, c'est à peu près 200 pages. Voilà. Ça demande beaucoup de travail en amont avant de pouvoir effectivement lancer la procédure. C'est précisément ce qu'on a fait, c'est exactement ça. Donc c'est une pondération. C'est pour ça que je dis que le résultat est pondéré, parce que finalement sur l'aspect, il y avait l'aspect architectural, il y avait l'aspect purement concept énergétique, CPE. Et c'est vrai que dans le cas présent, c'est des moyennes qui s'appliquent, et puis finalement on n'a peut-être pas celui qui avait la meilleure note en critère qui est lauréat, c'est-à-dire la moyenne du tout. Mais c'est pour ça qu'en effet, on pourrait imaginer que l'un s'oppose à l'autre, mais je crois qu'il ne s'oppose pas. C'est une pondération du tout, puis on obtient finalement le projet qui donne le plus satisfaction globalement. Ça reste un compromis. Mais c'est toujours comme ça dans tout concours. Ce n'est pas le fait qu'il y ait le CPE qui change la donne finalement. J'ouvre maintenant les questions pour J'avais une question concernant le financement, parce que c'est quand même un nœud important du problème. Est-ce qu'il y a des banques qui s'intéressent un peu en Suisse au CPE? Est-ce qu'il y a moyen de les motiver un peu pour... Est-ce que ce sont des investissements rentables? Parce que quand on voit les ESCO, elles nous disent que oui,
Mais si c'était aussi rentable que ça, les banques y seraient, et elles n'y sont pas, enfin à ma connaissance. Elles y sont, tant mieux. Il y a un banquier à côté de nous. On a des secteurs financiers qui est là, peut-être si tu veux répondre. Oui, donc je parle juste pour Nomina, mais on est bien sûr intéressé à pouvoir financer ce genre de projet. On est là d'ailleurs pour ça, c'est pour ça qu'on est présent auprès de Sucesco. Maintenant, c'est le problème de projet. Est-ce qu'on a des projets qui sont... est-ce qu'on a assez de projets pour pouvoir présenter, pour pouvoir tester, pour pouvoir essayer aussi, parce qu'on découvre aussi au niveau financier. Mais bien sûr que les banques sont intéressées, enfin les organismes financiers de manière générale, les banques pas directement elles-mêmes. Il faut peut-être un intermédiaire qui comprenne mieux le principe du CPE. Mais oui, bien sûr que les établissements financiers sont intéressés. Il y a une rentabilité, des gains de rentabilité, certainement. On a fait plusieurs cas. Nous, on fait principalement avec l'UBS. Il y a plein de banques dans ce pays, il faut leur choisir. Et sur le principe de tailler ce que vous économisez. Il y a une subvention des 3 kW, on a fait beaucoup, principalement dans l'éclairage. Parce que c'est facile avec le LED, il y a des effets plus rapides que dans d'autres économies d'énergie sur l'efficacité énergétique, technique et immobilier, contrat court, des retours sur investissement autour de 4 ans. Voilà, ça se finance, il y a une volonté de la grande banque, y compris de financer des études. Même des petits projets. Il faut des bons clients, c'est toujours pareil. Comme on finance des installations, on ne peut pas considérer que la qualité de l'objet est bon. Donc il faut, si on n'a pas un bon objet, une Audi A4 c'est un bon objet, on pourra le jouer en fait. L'installation et les factures d'électricien, c'est pas toujours considéré comme un bon gage, donc il faut un bon client. Mais la taille des projets n'a pas spécialement d'importance si le client est de qualité. Après, typiquement, pour le CPE, un contrat de performance énergétique avec toutes les formalités qui vont avec, c'est quand même un contrat qui est assez lourd, qui est assez complexe. On l'a vu, typiquement, un appel d'offres, voilà, c'est au moins 200 pages, c'est beaucoup de travail. Donc ça nécessite des projets, je dirais, d'envergure. Des projets d'envergure, il y en a, mais il va y en avoir de plus en plus dans la rénovation. Mais des projets d'envergure qui connaissent le CPE, il n'y en a pas forcément. Et puis je pense que typiquement vulgariser le CPE, c'est vraiment un des challenges de notre temps, justement pour que plus de monde s'y intéresse. Et puis voilà, je pense que un des freins justement au développement du CPE et donc aux solutions de financement via des tiers investisseurs, c'est parce que c'est complexe. Et si c'est complexe, il y a un risque qui est un peu plus élevé que sur des projets, je dirais, immobiliers classiques. Et donc peut-être un des freins. Mais il y a des acteurs qui sont intéressés, qui sont motivés et puis qui sont prêts à investir du temps dans ce type de projet. Je peux soumettre une idée à l'Assemblée parce que finalement, il y a une idée assez géniale qui est venue de nos amis belges wallons et qui a été reprise où elle a été inventée en parallèle par les Lyonnais. C'est la mutualisation. C'est-à-dire que, en gros, on a un ensemble de clients qui ont des objets similaires et qui voudraient entrer dans un processus de rénovation par un CPE. Mais pris individuellement, chacun de ces CPE ne représente pas en volume suffisamment pour pouvoir ne serait-ce que démarrer un processus d'étude et faire ces fameuses 200 pages. Parce que 200 pages sur un objet ou 200 pages sur 40 ou 50 objets, ou sur Paris 140 objets, c'est pas la même chose. Et donc, l'idée, c'est de mutualiser. C'est-à-dire qu'en gros, il s'agit de monter un système dans lequel le CPE amène à un engagement. L'entreprise s'engage sur le volume global. Et elle a des engagements plus réduits sur les volumes, enfin, c'est-à-dire sur les parties élémentaires, sur chacun des constituants de cette enveloppe globale. En d'autres termes, par exemple, on peut dire que l'entreprise va s'engager sur 40% d'économie d'énergie sur le vecteur, enfin sur les usages de chauffage, sur un ensemble de 50 bâtiments.
Et elle va avoir une obligation minimale, mettons, de 20% pris individuellement sur chacun des bâtiments. Et de cette façon-là, on arrive, à motiver les clients finaux, et on arrive, à motiver les entreprises, parce qu'on se retrouve sur des volumes beaucoup plus gros, et on se retrouve aussi sur des solutions qui peuvent se reproduire. Si on parle par exemple des solutions light, des solutions monitorage, réglage, gestion des intermittences, etc., c'est le genre de choses que typiquement les entreprises qui ont concouru sur nos appels d'offres font en mutualisant. C'est-à-dire qu'en gros, ils installent une centrale de monitorage commune à l'ensemble des sites qui sont dans le projet. Alors là, sur Paris, par exemple, on a 2 projets d'écoles, un projet de 140 écoles et un projet de 60 écoles. Eh bien, sur chacun de ces projets, on a une entreprise qui a gagné le projet, et la première chose qu'elle a faite, c'est de mettre en place une centrale de monitorage et des équipes volantes, qui peuvent intervenir très rapidement sur l'ensemble du parc. Et évidemment, là, c'est un peu plus simple parce qu'il s'agit d'un client unique, c'est la ville de Paris. Mais sur la Belgique, ce sont 40 communes différentes. Et sur Lyon, c'est aussi des communes tout à fait différentes les unes des autres, avec des intérêts particuliers. Et je dirais que la plus grosse difficulté du CPE là, ça a été justement de faire ce montage entre des clients avec des intérêts finalement divergents a priori, même si au fond ils voulaient tous la même chose. Mais chacun a ses spécificités, mais ça se fait. On a vu un projet finalement de presque 20 millions, un CPE de 2 millions, 10%. Quels ont été les arguments finalement, ou quelle a été votre position pour dire je pars sur un CPE à 2 millions près? On va dire que c'est pas grand chose, mais j'entends les enjeux avec un nouveau bâtiment parascolaire où finalement il n'y a pas d'enjeu énergétique en matière de rénovation. C'est quoi les leviers pour qu'on comprenne bien, nous mandataires finalement, et puis prenez la bonne parole? Qu'est-ce qui a fait que vous avez opté pour le CPE? Bon, c'est un peu l'historique qui veut ça, parce qu'au début, il n'y avait pas le nouveau bâtiment, il y avait l'agrandissement que de la partie ancienne, donc le CPE, certains, je dirais, quand le projet a été lancé, je pense que certains imaginaient même qu'on allait autofinancer l'ensemble de l'opération. Bon, assez vite, le constat a été différent, mais je crois que c'était, à l'origine, c'était l'idée de s'imaginer pouvoir rénover une école sans investir. Après, dans les faits, c'est pas le cas. Bon, on constate quand même qu'on a, je crois qu'en tout, il y a 4,5 millions ou 5 millions d'investissements liés aux actions de performance énergétique. On est pas loin de 50% de financement. Donc ça, c'est relativement intéressant. Mais je crois qu'à l'origine, c'était ça du projet. Puis après, ça a suivi le processus, mais ça a permis de finalement obtenir ce qui est un élément fondamental du CPE, c'est de l'engagement de résultats. Et je crois que ça, pour une commune, c'est extrêmement important, parce que en plus, dans une école, avec toutes les problématiques qu'on connaît, que ce soit dans une école ou ailleurs d'ailleurs, mais liées à l'usage, ou des problématiques d'usage qui font qu'on peut ne pas arriver à l'objectif escompté, je veux dire, ça, c'est un élément qui est extrêmement fort. Vous savez que les communes, les collectivités, on a tous des grands plans globaux avec des objectifs énergétiques à atteindre sur un certain nombre d'années, et de pouvoir garantir que celui-là, dans le cas présent, en plus sur une relativement longue période, 20 ans, on va tenir l'objectif. Pour nous, ça c'est, je crois, un des bons arguments aussi qui milite en faveur d'un CPE. C'est en fait un cheminement qu'on remarque avec beaucoup de clients. Enfin, je suis sûre que les escos qui sont dans la salle le diront aussi, c'est que souvent on parle du CPE, on se dit solution de financement, mais en fait au fur et à mesure la personne elle se rend compte qu'elle a meilleur temps d'investir elle-même parce qu'elle a peut-être des meilleurs taux d'intérêt que l'esco, et puis elle va plutôt mettre du poids sur l'aspect justement garantie d'économie d'énergie. Et je pense qu'en Suisse, dans le contexte actuel, avec les taux d'intérêt qui sont très bas, je pense que c'est le message que vous, ESCO, devez faire passer, c'est qu'on a peut-être du financement, mais surtout une garantie sur le résultat, une garantie d'économie d'énergie.
Vous avez vraiment totalement raison, Sandra, parce que dans le financement des banques aujourd'hui, quand on dit qu'on finance avec les économies, la première chose qui se pose comme question, c'est et si on ne fait pas les économies? Est-ce que le client va quand même payer son financement? C'est la vraie question. À partir du moment où il y a une garantie, parce qu'il y a une entreprise sérieuse qui s'est installée, qui a eu une bonne compréhension entre le conseil, le client et l'entreprise qui réalise, la banque, elle est confortable. Il peut arriver des problèmes, ça c'est pas, il y a toujours des problèmes dans la vie. Il peut arriver des problèmes, je ne vous en souhaite pas, monsieur, évidemment, mais il y a quand même au départ une compréhension mutuelle entre le client et celui qui va réaliser. Ça réconforte totalement l'établissement financier qui là se dit je peux aller un peu plus loin, parce qu'on voit que sur l'éclairage c'est plutôt 4-5 ans, mais sur la production d'énergie on peut aller jusqu'à 10 ans, 20 ans c'est très très long. Et ça les rassure parce qu'il y a un engagement. Sinon, ça reste des beaux tableaux Excel. D'autres questions? Peut-être j'ai encore une question pour vous, M. Lorenzi. Si vous aviez pu changer quelque chose dans la procédure, on est toujours plus intelligent après. Qu'est-ce que ça serait? Non, je crois qu'on a jamais tout juste, mais elle était, à mon avis, pas grand-chose. À mon avis, la procédure, elle était bien pensée. Bon, je ne vois pas comme ça, je ne pourrais pas vous dire, mais elle était quand même assez équilibrée. Il y avait justement, je trouve que c'était presque un plus finalement d'avoir ces volets différents, que ce soit le volet patrimonial ou architectural pour le nouveau bâtiment et l'énergie. Vous avez raison, au niveau financement, on a quand même constaté le fait que le fait d'avoir recours à un financier pur pour faire l'escroc, ce qu'on des groupes a fait, n'était pas forcément en plus du point de vue économique, parce qu'on est confronté à des taux d'intérêt qui sont actuellement, je dirais, défavorables pour les banques par rapport à ce que les collectivités publiques peuvent obtenir en termes d'emprunt pour leur fonctionnement. On a des taux tellement bas que finalement ça charge le bateau si on va chercher du financement traditionnel. Même à des bons taux, on est quand même plutôt passablement plus élevé. Donc ça, je crois que c'est un des éléments. C'est vrai que les éléments financiers, ça c'était une prise de conscience qu'on a eue vraiment au moment des rendus, parce que ça on ne l'avait pas forcément imaginé avant. Par contre, peut-être qu'on aurait pu fixer la durée, c'est le seul point, parce d'avoir laissé la durée où on a eu, je crois, l'offre la plus courte était à 7, à 20, on a des différences de durée qui sont extrêmement importantes. Et c'est vrai que je pense qu'on ne monte pas une offre de la même manière si on la monte avec une échéance courte que si on la monte avec une échéance longue, parce qu'on avait évidemment des problèmes de réinvestissement, des remplacements d'équipements lourds, etc. intégrés. Donc ça, c'était peut-être l'élément le plus délicat. Peut-être ça me permet aussi d'ajouter, c'est vrai que l'avantage en tout cas de la performance énergétique dans ce genre de projet, c'est surtout de garantir une présence pendant une certaine durée et de maintenir ces économies dans la durée. Ce qu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des installations mises en service ont tendance à vite reprendre l'ascenseur au niveau des consommations. Et ça, je pense, un deuxième aspect qui est aussi important, c'est le fait de garantir ces économies, donc de maintenir un ajustement des consommations et de la performance d'installation dans la durée. Je le sais juste. Alors, je peux ajouter à ça que pour la ville de Paris, qui avait suivi un certain nombre de travaux de recherche en France, de la Fondation Bâtiment Énergie, c'était un challenge. C'est-à-dire qu'ils ont en tout 600 écoles à rénover. Il y a eu un premier CPE de 100 écoles. Ensuite, il y a eu un projet de 200 écoles. Et dans ces 200, on les a coupés en 2 volumes. Un volume de 140 qui a été fait sur un contrat, un CPE avec financement de la ville de Paris, parce qu'ils ont fait la même réflexion que vous, que vous avez fait après. Ils l'ont fait avant. Et donc, ils ont décidé de concéder l'exploitation de ces 140 écoles sur 15 ans. Et après, ils ont fait une autre expérience sur le deuxième volume de 60 écoles. Et là, on est sur un contrat de courte durée. C'est-à-dire qu'en gros,
L'idée étant que le financement étant apporté par la ville elle-même, on va démontrer, on va prendre un temps suffisant pour démontrer l'atteinte de la performance en exploitation réelle et en ayant pu faire le transfert des connaissances d'exploitation à l'équipe interne de la ville de Paris. Donc ça, c'est un schéma sur lequel il y avait évidemment aussi mise en concours, puisque là, on est en train de finaliser la décision d'attribution, mais en gros, on a des durées entre 3 et 5 ans, en gros, qui nous sont proposées. Et en fait, le choix sera fait essentiellement, parce qu'ils se tiennent relativement, le choix sera fait sur la qualité du transfert de connaissances entre l'entreprise et les services internes. C'est-à-dire la manière dont ils ont prévu ce transfert, c'est-à-dire l'accompagnement, comment ils intègrent dans leurs équipes sur quelle période, 18 mois par exemple, avant la fin, ils intègrent les techniciens de la ville dans leurs équipes. Alors ça, c'est très très intéressant. On n'a pas encore de retour. Sur les 140, on a un premier retour, puisqu'ils sont déjà, ça fait 1 an que ça tourne en exploitation. Par contre, sur les 60, on va commencer maintenant. Merci beaucoup. Alors, je tiens à remercier sincèrement nos 4 intervenants. Je crois qu'on peut les applaudir très fort.